Je vais vous expliquer très exactement ce qu'est Arima, comment s'y inscrire et comment utiliser cette plateforme dans les détails. Et à la fin, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires concernant Arima. Dans cette vidéo, je vous donne des informations que vous allez acheter si vous faites appel à un consultant ou un représentant en immigration. Je vous donne ces informations gratuitement. C'est cadeau. Alors s'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si tu viens de découvrir ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu pour m'encourager à partager du contenu qui concerne le Canada, que ce soit en rapport avec l'immigration, le travail, le business, des sujets qui touchent la société canadienne en général, de près ou de loin. Alors premièrement, c'est quoi Arima au juste? Arima est une plateforme en ligne utilisée par le gouvernement du Québec pour fournir des services aux étrangers qui veulent immigrer au Québec. On s'inscrit sur Arima, on remplit toutes les informations demandées et selon ces informations, un score va être attribué à chaque personne. Quand vous allez vous inscrire sur Arima, vous allez être mis dans un certain groupe de personnes, ce qu'on appelle un bassin de candidature. Si votre score est assez élevé pour le groupe dans lequel vous vous trouvez, vous avez des chances de recevoir une invitation pour soumettre une demande de sélection permanente, ce qu'on peut appeler une DSP. C'est à cette étape qu'il faudra payer les frais de traitement exigés par le gouvernement du Québec. Alors de manière un petit peu plus détaillée, et là je veux une concentration totale s'il vous plaît, l'utilisation d'Arima est entièrement gratuite et ouverte à tous, c'est vrai. Cependant, et contrairement à ce que plusieurs personnes vous disent sur Internet, Arima n'est pas du tout un programme d'immigration en soi. Et ce n'est évidemment pas un programme gratuit. C'est un portail, une plateforme électronique qui vous permet de poser votre candidature pour immigrer au Québec. Alors si votre candidature est acceptée, vous allez recevoir une convocation. Et à ce moment, il y aura des documents et des pièces justificatives à fournir. Et bien sûr, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, des frais administratifs à payer pour le gouvernement québécois. Et par la suite, il y aura des frais à payer au gouvernement fédéral pour obtenir la résidence permanente. Et pour avoir plus de détails concernant les frais, je vous invite à consulter cette page qui est juste ici pour voir les différents frais qui peuvent être appliqués selon votre catégorie. Vous allez pouvoir trouver ici vraiment plusieurs catégories, résidence temporaire, résidence permanente, parrainage, etc. Donc, vous allez pouvoir consulter cette page pour avoir plus de détails concernant les frais. De toute façon, je vais vous laisser le lien en description pour accéder à la page plus facilement. Donc, s'il vous plaît, avant d'entamer vos démarches, économisez de l'argent parce qu'il y aura nécessairement des frais à payer. Soyez-en sûrs. Alors tout ça pour dire que ce que vous lisez, comme quoi il est possible d'immigrer gratuitement au Canada, ce n'est pas du tout vrai, c'est du gros n'importe quoi tabarnak. Bon, ceci dit, commençons tout de suite le tutoriel. Je vous explique comment vous inscrire sur la plateforme et par la suite, je vous parlerai de certains éléments qui peuvent améliorer votre score sur Arima. Je tiens à préciser qu'on va aller doucement et lentement avec les explications. C'est volontaire. Je ne veux pas aller trop vite pour que vous compreniez vraiment chaque étape pour éviter les erreurs. Donc, prenez un petit café ou un thé et commençons sans plus tarder. Alors, première chose, c'est qu'on va aller sur Google pour aller sur le site d'Arima. Vous allez pouvoir taper Arima directement comme ça sur Google ou alors cliquer sur le lien que je vais vous laisser en description. Une fois que vous aurez tapé Arima, vous aurez ce premier lien, vous cliquez dessus, tac, accéder à Arima et voilà, on se retrouve sur le site officiel de la plateforme Arima. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première section qui est ici, c'est accéder aux services en ligne. La deuxième section concerne les gens qui ont fait une demande dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés. Ce n'est pas ce que nous cherchons, ce n'est pas ce qui nous concerne. On va cliquer sur accéder aux services en ligne. Tout de suite après, on se retrouve sur cette page. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est tout simplement cliquer sur créer un compte. Par la suite, on aura à fournir
une adresse courriel. Pour ma part, je vais écrire lifestyle immigration Canada @gmail.com et nous allons devoir demander un code de vérification pour vérifier notre email. Alors, on va cliquer sur demander un code de vérification. On va aller sur Gmail et nous allons recevoir un email qui ressemble à celui-là. On va simplement prendre le code qui s'y trouve, le copier et puis après revenir à notre page et le coller juste ici. Donc, une fois que vous aurez collé votre code ici, vous allez cliquer sur valider le code. Une fois que votre email est validé, on va venir choisir un mot de passe facile à retenir. Il se peut que Arima vous propose un mot de passe plutôt complexe. Je vous conseille de choisir un mot de passe que vous pouvez facilement retenir pour vous connecter par la suite. Alors, une fois que c'est fait, tac, on clique sur m'inscrire. Et voilà, on se retrouve sur cette page. Alors, ce que vous allez faire, pour votre cas, c'est vous n'êtes pas une entreprise, hein, vous n'êtes pas représenté par une tierce personne. Donc, ce que vous allez venir choisir ici, c'est « Je suis un individu ». Alors, vous aurez ici une page pour lire les conditions d'utilisation. La majorité des personnes ne lisent pas ça, mais de toute façon, on est obligé d'accepter pour nous inscrire sur Arima. Alors, on va cocher les deux cases qui se trouvent ici et on va venir cliquer sur « Suivant ». OK, là, on se retrouve sur la page « Créer mon profil ». Alors, ce que vous aurez à faire tout simplement dans cette étape, c'est de fournir vos informations personnelles. Votre nom de famille, votre prénom, le sexe, la date de naissance, la ville de naissance, le pays ou territoire de naissance et bien sûr, votre courriel sera inscrit ici automatiquement. Alors, moi, pour ma part, je vais prendre un nom fictif parce que je ne peux pas m'inscrire avec mon nom sur cette plateforme. Je suis citoyen canadien, donc je n'ai pas à mettre mon nom sur la plateforme. Donc, on va choisir un nom fictif, hein. Tiens, on va s'amuser un peu, on va choisir le nom d'une célébrité. Alors, on va prendre Kylian Mbappé. Je suis fan de foot, alors on va s'amuser un petit peu, hein. Le nom, en fait, ici, c'est le nom, donc on va prendre Mbappé. Ici, ça sera Kylian. Tiens, Kylian qui fait une demande sur Arima, ça serait drôle, hein. Alors voilà. Et on va cliquer sur Suivant. Sur cette deuxième page, vous aurez à mettre vos coordonnées. Ici, ça a été l'identité. Et la deuxième partie, c'est les coordonnées. Alors, vous allez devoir mettre votre adresse, bien sûr. Je ne connais pas l'adresse de Kylian Mbappé, mais on va dire que c'est le 25 ou 26 rue de la Chandelle. Je sais que c'est une adresse complètement débile, mais c'est comme ça, c'est pour l'exemple. La France, encore une fois. Téléphone à domicile, téléphone cellulaire, téléphone au travail. Mettez le maximum de numéros de téléphone dont vous disposez parce que comme ça, on aura plus de moyens pour vous contacter plus facilement. D'accord? Alors, moi, je vais prendre par exemple pour l'indicatif français, c'est le 33 et on va dire que c'est... Bien sûr, c'est des numéros. Tout ça, c'est fictif. Ça n'existe pas du tout. Et on va cliquer sur « Créer mon profil ». Et là, on a un petit message qui nous dit « Votre profil a été créé avec succès. Vous serez redirigé vers la page d'authentification. » Voilà, c'est tout bon. On clique sur « Quitter ». Et voilà, on est redirigé vers la page de connexion. Ici, on me propose de faire entrer mon adresse courriel automatiquement, ce que je vais faire, comme ça. Et le mot de passe est inscrit automatiquement aussi. On clique sur « Se connecter ». Et c'est tout bon, notre profil est créé avec succès sur Arima. Vous pouvez voir ici
votre nom qui va apparaître ici. Ici, c'est le nom de notre cher Kylian Mbappé qui est inscrit. Si on clique ici, on va trouver notre profil. Si on clique dessus pour voir les informations que nous avons entrées dans l'étape précédente, voilà, notre adresse qui est ici. Si jamais il y avait quelques informations que vous vouliez changer, alors ça se passe ici, dans sur l'icône ici. Vous cliquez sur mon profil et vous changez les informations en cliquant sur, par exemple, si vous voulez changer votre courriel, vous cliquez sur mettre à jour le courriel. Et si vous voulez changer quelques informations, vous cliquez sur mettre à jour les numéros. Alors voilà, ça c'est la page de votre profil. Ce qui nous intéresse ici, c'est la création d'un dossier. Alors, on va revenir ici sur la page d'accueil de notre profil et on va cliquer sur créer un nouveau dossier comme ça. Alors, on nous propose le type de dossier à créer. Quel type de dossier nous allons créer sur cette page? Alors, vous allez trouver ici qu'il y en a quelques-uns quand même. Programme de l'expérience québécoise, programme pilote de préposés aux bénéficiaires, programme pilote des travailleurs de la transformation alimentaire. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas, c'est la déclaration d'intérêt. On va choisir déclaration d'intérêt et on va cliquer sur créer. Et voilà, tac. Maintenant, on a un dossier qui est créé avec le nom de ce cher Kylian Mbappé. Il y a un numéro de dossier qui nous a été attribué. Ici, il y a le statut du dossier. Évidemment, ici, notre inscription est en cours, donc le statut, c'est écrit ici, inscription en cours. Et on a une date limite pour soumettre notre candidature. La date limite qu'on nous a donnée ici, c'est le 28 février 2024. Et donc là, on a 9 sections à remplir. Les renseignements personnels, vous voyez ici qu'il y a 3 petits points, c'est-à-dire qu'il y a certains renseignements, mais c'est incomplet. Il y a toujours quelques renseignements qu'il va falloir ajouter. Les coordonnées sont déjà en vert et à moins que vos coordonnées changent, vous n'aurez pas à toucher à cette section ici. On a la situation familiale, la scolarité, le parcours professionnel, l'offre d'emploi validée par le ministère si vous en avez une, les connaissances linguistiques en français, les connaissances linguistiques en anglais et votre consentement. Donc, on va passer en revue toutes ces sections-là. La première, c'est les renseignements personnels. On clique dessus et ce que nous avons ici, c'est que nous avons la date de naissance que nous avons déjà complétée auparavant, la ville, etc. Mais nous avons quelques informations qui nous manquent. La première citoyenneté, vous allez entrer votre première citoyenneté. D'accord? Dans le cas de notre exemple, ça va être toujours la France. D'accord? On va choisir France comme ça. Si vous avez une deuxième citoyenneté, bien évidemment, il faut le mentionner ici. Il va falloir entrer un numéro de passeport. Bien sûr, je ne connais pas le numéro de passeport de Mbappé, mais bon, on va mettre quelque chose comme ça. Le pays émetteur du passeport. Alors ici, il va falloir mettre encore une fois la France. Et par la suite, nous avons 2 questions ici. Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuelle auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration? J'imagine que dans votre cas, c'est non. Alors, vous allez choisir non. Et si vous n'avez bien évidemment pas un numéro de dossier auprès de l'immigration, alors vous allez cliquer aussi sur non. D'accord? Et normalement, on est tout bon. On va fermer cette section comme ça. Et vous voyez que c'est coché en vert. Donc, on a complété toutes les informations qu'il fallait entrer. La troisième section, c'est la situation familiale. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez choisir célibataire. Si vous êtes marié, conjoint de fait ou divorcé, vous choisissez la situation qui s'applique à vous. Et vous allez choisir aussi si vous avez des enfants. Alors, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfants, choisissez non. Si vous avez des enfants, vous choisissez oui. Et
on va vous demander le nombre des enfants à charge qui vous accompagnent. Alors, si vous en avez un, deux ou trois, vous allez les ajouter en cliquant sur « Ajouter » juste ici. Dans le cas d'un célibataire, vous choisissez « Non » et c'est tout bon. Alors, en ce qui concerne la scolarité, on va vous demander si vous avez des diplômes supérieurs aux études primaires. Alors, si vous avez des diplômes qui sont supérieurs aux études primaires, vous allez choisir « Oui ». Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous allez choisir « Non ». La deuxième question qui est ici, c'est « Est-ce que vous avez une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec et que cette évaluation comparative est émise après le 31 janvier 2013 ?» Alors, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation comparative ? Eh bien, l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, en fait, cette évaluation, elle compare deux systèmes éducatifs officiels de façon générale. Ce qu'elle permet de faire, en fait, c'est de mieux comprendre les diplômes obtenus à l'étranger. Elle indique au gouvernement, à l'immigration, quel niveau scolaire et à quel domaine de formation du Québec peuvent être comparées les études effectuées à l'extérieur du Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation comparative, c'est un avis d'expert. Elle est délivrée à titre indicatif seulement. Il ne s'agit pas d'une équivalence de diplôme. L'équivalence de diplôme, c'est vraiment quelque chose de différent de l'évaluation comparative. D'accord ? Alors, si vous en avez une évaluation comparative, il faut tout simplement l'indiquer ici. D'accord ? Sinon, eh bien, vous laissez ça comme étant non. Vous n'en avez pas, donc vous dites non, tout simplement. Alors, il va falloir ajouter maintenant les diplômes que vous avez. Alors, on clique sur « Ajouter un diplôme ». On clique sur « Suivant ». D'accord ? Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplir les informations qui s'appliquent à notre diplôme. Alors, si nous avons un diplôme, on va dire dans quel pays nous l'avons eu. Dans le cas qui nous intéresse, on va écrire que c'est la France. Les études ont commencé pour ce diplôme, par exemple, on va dire que c'était en 2000, on va dire que c'était en 2015. Et ça a commencé le 01, bien sûr, c'est des informations qui sont fictives. 2020. Ça a fini le 2020, 1er janvier, voilà. Et vous allez cliquer sur « Suivant ». Alors ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'inscrire un ou plusieurs mots qui composent le titre de votre diplôme. D'accord ? Alors si vous avez une licence ou un master ou un doctorat ou peu importe le diplôme que vous avez, un technicien ou peu importe, vous allez venir ici et inscrire les mots qui s'appliquent à votre diplôme. Alors nous, ce que nous allons faire, c'est en fait on va prendre l'exemple qui est juste ici. On va taper master et on va cliquer sur rechercher pour voir ce qu'il va nous proposer. Alors ce qu'il nous propose, c'est des masters spécialisés, master à finalité générale, master of science, master à finalité professionnelle, etc. Il y a plusieurs diplômes de master qui sont proposés ici. Et si le nom initial qui est ici, le nom principal, ne correspond pas à votre diplôme, il va falloir venir lire ici les autres appellations. D'accord ? C'est le même diplôme, mais les appellations peuvent différer en fait d'une institution à une autre. D'accord ? Par exemple, ce master qui est ici, diplôme au grade de master d'une école supérieure de commerce, eh bien, c'est la même chose que diplôme de l'école de management de Normandie. C'est d'autres appellations qui s'appliquent en fait au même diplôme. Alors, vous allez sélectionner le diplôme qui correspond et par la suite, vous allez chercher l'institution qui a délivré en fait ce diplôme. Alors ici, il va falloir inscrire un ou plusieurs mots qui composent le nom de l'autorité émettrice de votre diplôme. Alors pour l'exemple qui nous intéresse, par exemple, si on pouvait suivre cette formation à l'université de Grenoble ou de Dijon ou de Paris, on va tout simplement venir inscrire ici le nom d'une de ces villes. Alors, la ville qu'on va inscrire ici, une des villes que j'avais vues dans l'exemple, c'était Bordeaux.
on va inscrire Bordeaux et on va cliquer sur rechercher. Et il y a évidemment des institutions à Bordeaux, Académie de Bordeaux, Université de Bordeaux, etc. Donc on va choisir une de ces institutions-là, tout simplement. Et ici, ce qu'on nous demande, c'est d'inscrire un ou plusieurs mots qui indiquent le domaine de formation associé à votre diplôme. Alors, il s'agit d'un diplôme de commerce, alors on va taper commerce et on va cliquer sur rechercher, diplôme de l'école supérieure de commerce de Pau, de Nice, Rouen, Dijon, Paris. Ok, on a ici diplôme de l'école supérieure de commerce de Bordeaux, ça correspond, on va cliquer sur sélectionner. Bien évidemment, vous devez vraiment choisir les informations véridiques qui s'appliquent à votre diplôme, peu importe votre pays. Vous allez trouver toutes les institutions ici, tous les diplômes possibles, donc n'essayez pas de choisir un diplôme fictif qui n'existe pas. Donc, ceci fait, c'est tout bon, on va cliquer sur valider. Et voilà, le diplôme a été ajouté ici avec succès. Parfait. Maintenant, on va passer aux informations sur la reconnaissance des compétences. Si vous avez une équivalence, si vous avez fait une équivalence de diplôme, eh bien, il va falloir venir le mentionner ici en cliquant sur oui et en inscrivant le nom de l'organisme qui a délivré cette équivalence. D'accord? Est-ce que c'est le barreau du Québec? Est-ce que ce sont les autorités des marchés financiers? Est-ce que c'est la Chambre des notaires du Québec? Etc. etc. Vous allez trouver ici plein d'organismes qui ont les compétences pour délivrer ces équivalences. Vous allez choisir celle qui a délivré l'équivalence. Eh bien, si vous n'en avez pas, vous allez tout simplement venir choisir non. Et c'est parfait. On a fini pour la scolarité. Pensez à cliquer de temps en temps sur enregistrer s'il y a une déconnexion d'internet ou quoi que ce soit pour ne pas perdre toutes les informations que vous avez remplies. Donc on va cliquer sur enregistrer une fois et comme ça on est tout bon, enregistrement effectué. On va continuer avec le parcours professionnel. Alors pour ce qui est du parcours professionnel, il va falloir ajouter ce que vous avez eu comme profession ou alors comme emploi, comme job pendant les 5 dernières années. Alors, on clique sur ajouter. Si vous avez eu 2, 3, 4 emplois pendant les 5 dernières années, eh bien, il va falloir tous les ajouter. Moi, pour l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une seule profession, un seul emploi pour que vous compreniez comment ça marche. Eh bien, revenons 5 ans en arrière, la date que je vais inscrire ici pour l'exemple, ça serait 2018 01 01. La date de fin, on va dire que c'est 2023. On va dire que c'est le mois 10, comme ça on est sûr que de couvrir les 5 dernières années en fait. Et on va ajouter le jour 01. Bon. Ici, vous allez pouvoir cocher cette case si vous occupez toujours cet emploi. Si ce n'est pas le cas, vous la laissez vide comme ça. Alors, cette occupation, est-ce qu'elle était à temps plein, temps partiel, un stage ou un congé parental? Moi, pour l'exemple, je vais dire que c'était un travail à temps plein. Le type d'emploi, est-ce que vous étiez salarié, est-ce que vous étiez entrepreneur, est-ce que vous étiez travailleur autonome, emploi à commission? Pour l'exemple, encore une fois, nous allons mettre emploi salarié. C'était quoi le titre de ce poste? Nous, pour l'exemple, on va écrire commis de banque. C'est-à-dire que vous étiez banquier, d'accord? Vous travaillez dans une banque. Le nom de l'entreprise ou de l'organisme, puisque notre exemple ici vient de France, nous allons inscrire le nom d'une banque française. On va prendre par exemple la BNP Paribas. Êtes-vous propriétaire de l'entreprise? Eh bien, dans cet exemple-là, c'est non. Mais si vous aviez une entreprise pour laquelle vous travaillez vous-même, alors c'est tout à fait possible d'inscrire, de mettre oui si vous aviez une entreprise dans votre pays d'origine. Le pays ou le territoire, bien sûr, le pays où vous travaillez, où vous habitiez. La France, pour notre exemple.
Nombre moyen d'heures travaillées par semaine. Pour l'exemple, on va mettre 40. Ici, nous avons rempli toutes les informations qui sont là. On arrive maintenant à cette section-là et on trouve la mention code de la classification nationale des professions. À cette étape-là, il y a plusieurs personnes qui bloquent, ils ne savent pas quel numéro il va falloir inscrire ici alors que c'est tout simple. Le code de la classification nationale des professions, c'est le CNP qui est le système national canadien qui sert à décrire les professions. Pour trouver le code CNP qui correspond le mieux à votre profession, il va falloir se connecter sur ce lien qui est juste ici. Je vais vous laisser tous les liens en description. Peu importe la page que vous allez voir ici sur mon écran, vous allez trouver le lien en description. D'accord? Donc, ici, nous avions mentionné que c'était le titre du poste, c'était commis de banque. D'accord? Donc, on écrit commis de banque et le code CNP qu'on nous donne, c'est un numéro de 5 chiffres. D'accord? On va le copier et on va revenir ici pour le coller. Une fois collé, ce qui va se passer pour certains, c'est pas toujours le cas, mais pour certains, c'est qu'on va vous dire que le code est non trouvé. D'accord? Le code est introuvable. C'est un problème que plusieurs personnes rencontrent et on ne sait pas comment trop rectifier la situation. Alors tout simplement, il y a des personnes pour qui ça sera l'ancienne version du CNP qui sera appliquée et pas la nouvelle. Parce que là, sur ce site-là, on est en version 2021, version 1.0. D'accord? Les codes CNP sont composés de 5 chiffres. Alors que pour plusieurs personnes, c'est les codes à 4 chiffres qui vont fonctionner. D'accord? Et là, il faut revenir à l'ancienne version. On va taper ici commis de banque. OK? Et on a ici commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers. Le code CNP, il est constitué de 4 chiffres, 1434. On va le copier et on va revenir ici à la page pour le coller. D'accord? Et normalement, maintenant, on voit que l'appellation de l'emploi, elle est bien inscrite ici, commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers. Une fois que vous aurez terminé tout ça, vous cliquez sur confirmer et vous devez déclarer au moins une occupation qui est en cours. Ok, moi pour l'exemple, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça, d'accord, et je vais cocher cette case-là. Comme ça, je suis tout bon pour les 5 dernières années. Donc, je n'aurai pas à inscrire une date, d'accord? Mais vous, si vous aviez plusieurs emplois, eh bien, inscrivez-les tous et inscrivez aussi l'emploi ou la profession que vous pratiquez maintenant. C'est-à-dire, vous mettez une date de début et la date de fin, vous ne mettez rien du tout et vous cochez cette case-là et vous confirmez. On est tout bon, c'est validé, c'est en vert, on est bien. On va enregistrer encore une fois, comme ça, je vous mets en garde tout de suite parce que j'ai rencontré ce problème avec ce tutoriel. Parfois, on est en train de travailler, on est en train de remplir les informations et la plateforme se déconnecte, soit à cause de Internet ou à cause d'un nombre vraiment très grand de personnes qui travaillent en même temps sur la plateforme. Alors, je vous conseille vraiment de enregistrer ce que vous êtes en train de faire régulièrement pour ne pas perdre tout ce que vous avez fait auparavant. D'accord? Alors, on a terminé avec cette section du parcours professionnel et on passe à la section offre d'emploi validée par le ministère. C'est assez simple. Si vous avez pu obtenir une offre d'emploi, eh bien, vous aurez un numéro, d'accord? Vous aurez un numéro de dossier, d'accord? C'est un numéro de dossier que vous allez devoir inscrire ici. Donc, si vous avez décroché un emploi avec un employeur canadien, eh bien, on vous dit que veuillez communiquer avec l'employeur ou l'entreprise pour obtenir le numéro de dossier lié à votre offre d'emploi validée. D'accord? Ça, c'est au cas où vous avez une offre d'emploi valide. Vous aurez ce numéro, vous allez prendre ce numéro et vous allez le coller ici. D'accord? Comme
on n'a pas d'offre d'emploi valide. Moi, pour l'exemple, je n'en ai pas. Alors, je vais mettre non, tout simplement, et cette section va être validée en vert. Encore une fois, on va enregistrer et on va continuer avec les connaissances linguistiques en français. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous demande exactement? On vous demande si vous êtes en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation de résultat d'un test reconnu par le ministère, obtenu depuis moins de 2 ans. D'accord? Alors si c'est le cas, d'accord, vous allez mettre oui. Et si ce n'est pas le cas, vous allez mettre non, bien évidemment. Si vous mettez non, vous n'aurez plus rien à faire. Mais si vous mettez oui, alors vous allez devoir ajouter le diplôme duquel vous parlez, d'accord? Le titre de diplôme, est-ce que vous avez un TCF, un TEF, etc. Donc, vous choisissez le type de diplôme et vous mettez le numéro de candidat ou de l'attestation, la date du test, le nom du centre agréé dans lequel vous avez passé ce test, la ville où est situé le centre agréé, le pays ou le territoire. Et donc, différentes informations en fait sur l'obtention de cette attestation. Et ici, vous allez mettre en fait vos notes pour ce test-là, d'accord? Pour l'expression orale, pour la compréhension orale, pour l'expression écrite et pour la compréhension écrite. Ici, on vous dit, ce diplôme ou ce test n'a pas de résultat pour l'expression orale. Si tel est le cas, vous cochez cette case-là. Mais selon le diplôme que vous avez passé, eh bien, il y aura des connaissances testées et peut-être des connaissances qui ne seront pas testées. D'accord? Alors, si tel est le cas pour le diplôme que vous avez, eh bien, vous cochez la case qui correspond. Si votre test ne concernait pas, par exemple, la compréhension orale, eh bien, vous allez cocher cette case-là. D'accord? Donc, c'est assez simple. Vous mettez les informations concernant cette attestation et vous allez confirmer. Moi, pour ma part, on va mettre tout simplement non et vous voyez que la case est en vert. Passons maintenant aux connaissances linguistiques en anglais, c'est la même chose. En fait, vous allez dire oui ou non, vous avez une attestation de résultat d'un test reconnu par le ministère. Si oui, vous mettez oui, si non, vous mettez non. Eh bien, si c'est oui, vous allez faire exactement la même chose que pour les connaissances linguistiques en français. Vous allez les ajouter ici, d'accord? Pour l'exemple, nous, on va mettre non. Et nous allons enregistrer encore une fois pour ne rien perdre de tout ce que nous avons fait. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est les consentements, d'accord? Alors, les consentements, c'est simple, ce n'est rien de très compliqué. Vous devez cliquer sur oui sur toutes les cases, d'accord? Ici, on vous demande, seriez-vous intéressé à occuper un emploi au Québec comme travailleur étranger temporaire? Moi, je dirais que ça peut être une possibilité, donc vous pouvez dire oui, quand vous pouvez dire non, si vous voulez vraiment aller à Québec pour obtenir une résidence permanente, si vous n'êtes pas intéressé par un emploi au Québec comme travailleur étranger temporaire, alors vous cliquez tout simplement sur non. D'accord? Donc ici, on va mettre oui. Ici, on vous demande si vous autorisez le ministère à communiquer avec vous pour les raisons mentionnées ci-dessus. Donc, vous allez bien sûr l'autoriser. J'autorise le ministère à communiquer avec moi pour les raisons mentionnées ci-dessus. Et vous allez enregistrer. Alors, une fois que vous aurez fini, eh bien, vous aurez toutes les sections ici allumées en vert, c'est-à-dire que c'est tout bon, vous avez tout rempli, vous n'avez plus rien à ajouter comme information. Ce qui va vous rester à faire, bien évidemment, c'est de soumettre votre dossier en cliquant sur le bouton qui est juste ici, soumettre. Mais avant de soumettre votre dossier, si vous voulez vous assurer que toutes les informations sont bonnes, qu'il n'y a aucune erreur, si vous voulez vous assurer que vous avez vraiment tout rempli correctement, eh bien vous pouvez venir ici et cliquer sur récapitulatif, d'accord? Alors vous aurez cette page ici, vous allez pouvoir descendre et au fur et à mesure, vous allez trouver toutes les informations que vous avez mises. Et vous allez pouvoir vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur qui s'est glissée quelque part, qui peut en fait entacher votre dossier.
Donc, faites une petite révision si on veut et par la suite, fermez cette fenêtre-là et soumettez votre dossier. Rappelez-vous que vous aurez une date limite qui sera affichée juste ici. Sinon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'inscription sur Arima. Mais restez avec moi, il y a certains éléments desquels je voudrais vous parler et qui pourront améliorer le score que vous allez pouvoir avoir sur Arima. On en parle tout de suite après. Il est important de noter qu'il y a quelques éléments qui peuvent contribuer à avoir un score élevé, comme le fait d'avoir un test de français valide et valable, avoir procédé à une équivalence des diplômes, avoir une offre d'emploi, avoir un âge pas très avancé, etc. Ces éléments peuvent jouer un rôle très important pour que votre candidature soit acceptée. Et je vous invite à consulter la page suivante pour avoir une idée sur le score que vous pouvez avoir. Je vais vous laisser bien évidemment le lien de cette page en description, mais on va quand même jeter un coup d'œil sur quelques éléments qui peuvent vraiment améliorer grandement votre score sur Arima. Alors prenons par exemple vos connaissances en français. Si vous avez un niveau de compréhension orale situé entre 1 et 4, vous aurez 0 points tout simplement. Si vous avez un niveau de compréhension entre 11 et 12, vous aurez 70 points. Donc, ça c'est pour le niveau de compréhension orale. Il y a aussi le niveau de production orale, le niveau de compréhension écrite, production écrite. Donc, tous ces éléments-là peuvent vous donner des points supplémentaires et améliorer votre score sur Arima. Prenons par exemple aussi un élément très important qui est l'âge. Il est dans la page 5 et vous pouvez voir ici que si vous avez entre 18 et 30 ans, vous aurez le maximum de points. Donc votre score sera amélioré de 130 points, c'est-à-dire que vous aurez 130 points additionnés à votre score automatiquement si vous êtes âgé entre 18 et 30 ans. Alors que si vous avez 45 ans ou plus, vous aurez 0 points. L'âge dans ce cas-là ne vous donne vraiment pas un très grand avantage, d'accord? Et pour les gens qui sont par exemple âgés de plus de 45 ans, il va falloir jouer sur d'autres aspects, par exemple l'expérience professionnelle, les diplômes. Si on prenait ici la durée de l'expérience professionnelle, si on a moins de 11 mois d'expérience professionnelle, les points attribués seront de tout simplement 0. Donc ça va pas améliorer notre score. Par contre, si vous avez une expérience de plus de 48 mois, c'est-à-dire environ 4 ans et plus, eh bien, il y aura 100 points qui seront additionnés à votre score. Donc, votre score sera amélioré de 100 points supplémentaires. Donc, il va falloir trouver tous les éléments qui peuvent améliorer votre score et essayer d'inclure le maximum d'éléments qui sont véridiques, bien évidemment, pour que votre score soit le plus élevé possible pour avoir de meilleures chances d'être tiré parmi ce bassin de candidatures. Alors bien évidemment, on vient de voir quelques exemples, mais il va falloir consulter tous les éléments qui peuvent influencer votre score. Je vous invite à consulter cette page tranquillement, relax, chez vous, et essayer de trouver le maximum d'éléments qui pourront justement améliorer ce score et par conséquent vous donner de meilleures chances d'être choisi parmi les candidats à qui on va envoyer cette convocation pour une DSP. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que l'explication va vous être utile. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ma voix cassée ne vous a pas trop dérangé. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu pour encourager le contenu de qualité et à la semaine prochaine pour plus de vidéos et plus d'infos concernant le Canada. Ciao, ciao.